L'épidémie d'Ebola est entrée dans une phase de croissance explosive avec 20 000 personnes risquant d'être infectées. D'ici novembre, si les mesures de lutte contre le virus ne sont pas renforcées, c'est un avertissement de l'OMS. Plus d'1 million de personnes survivent dans des conditions proches de la famine en Somalie. Ces estimations ont été faites par les experts de l'ONU qui s'attendent au pire dans ce pays. Des chefs de gouvernements et représentants de 120 pays participent depuis ce mardi au sommet de l'ONU sur le climat. L'objectif général est de relancer la lutte contre le réchauffement climatique. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par les nouvelles de l'épidémie Ebola qui est entrée dans une phase de croissance explosive avec 20 000 personnes risquant d'être infectées d'ici à novembre si les mesures de lutte contre le virus ne sont pas renforcées. C'est une alerte donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Sans une amélioration drastique des mesures, il y aura dans les prochains mois non pas des centaines de cas de mort chaque semaine, mais des milliers, estiment des experts de l'OMS dans une étude publiée par la revue New England Journal of Medicine. En supposant qu'il n'y ait aucun changement au niveau des mesures de contrôle de l'épidémie, il y aura au début du mois de novembre 9 939 cas au Libéria, 5 925 cas en Guinée et 5 063 cas en Sierra Leone, ont indiqué les experts avant de souligner que 7 personnes sur 10 infectées meurent de la maladie. Près de 6 000 personnes, soit 3 fois moins, sont infectés actuellement. Et puis parlant toujours donc de ce virus Ebola qui continue donc de faire son ravage sur le continent africain, plus de 150 nouveaux cas d'Ebola et environ 70 corps pour la seule région de Freetown. C'est la moisson qui découle de l'opération de 3 jours de confinement général effectuée par les autorités de la Sierra Leone. Reportage. L'opération controversée de confinement de la population pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone est terminée. Elle a permis de détecter plus de 150 nouveaux cas de la maladie et environ 70 corps pour la seule région de la capitale Freetown. Du succès de ce confinement, les autorités de Sierra Leone se sont félicitées lundi. Les gens sont sortis et ont fait du porte-à-porte pour identifier les malades et les amener à l'hôpital. Ici, nous avons 2 ou 3 patients en ce moment. Cette intervention se fait en collaboration avec les amis et nos donateurs italiens qui ont mis en place un système d'aide pendant l'opération de confinement. Le matin, on apporte le petit déjeuner, un sandwich, un soda, de l'eau. On essaye de tenir un registre et si possible les aider à retourner à l'école. On leur donne de la nourriture et on les conseille. Mais certains veulent rentrer chez eux. Ce sont eux qu'on vise. On veut leur parler d'Ebola. On leur donne de la nourriture et sur le terrain dans les 6 quartiers de l'Est de Freetown. On est présent dans plus de 400 communautés. C'est un très bon programme et on a des résultats. Nous pouvons être fiers de nous. Nous devons maintenant exploiter nos succès pour venir à bout d'Ebola, a déclaré lundi le président Ernest Bai Koroma. Le ministre de la Santé Aboubakar Fofana a indiqué que la mobilisation de quelques 30 000 volontaires avait permis d'atteindre 80% des foyers et d'enrayer les inhumations nocturnes de mort d'Ebola par les familles qui augmentent considérablement la propagation. Des responsables du secteur de la santé au Libéria ont affirmé que ces pratiques funéraires à risque avec lavage des corps persistaient dans les communautés traditionnelles malgré les messages de prévention. Au Libéria, pays le plus touché avec plus de la moitié des morts et des structures sanitaires débordées, un centre de traitement ouvert dimanche près de la capitale Monrovia a aussitôt reçu 105 patients dont 56 ont été testés positifs au virus. Information donnée par le vice-ministre de la Santé, Tolbert Niassoa. L'OMS, à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence, a renouvelé son appel à la levée des annulations de vols et autres restrictions aux voyages qui continuent d'isoler les pays touchés, compliquant les efforts de secours.
L'inquiétude que suscite cette fièvre hémorragique à travers le monde a été de nouveau illustrée ce week-end par le report du 3e sommet Inde-Afrique prévu à New Delhi en décembre, auquel devraient assister des représentants de 50 pays africains. Une réunion sur la lutte contre l'épidémie est prévue jeudi à l'Assemblée générale des Nations unies. Au Kenya à présent, les 4 accusés du procès de l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi ont été agressés en prison, a affirmé ce mardi leur défense. Prévue pour démarrer ce mardi donc, l'audience a été de nouveau ajournée 1 an après l'attentat de Westgate. Les circonstances de l'attaque restent toujours indéterminées. Reportage. Les suspects étaient dans les cellules du tribunal ce mardi, des bandages autour des bras, et l'ordre a été donné de les transférer à l'hôpital, a déclaré Mwaniki Goshomo, l'un des avocats de la défense. L'autorité pénitentiaire dit que les suspects ont été blessés quand les gardes ont tenté de maîtriser une mutinerie, mais les suspects disent avoir été attaqués par les gardes, a-t-il ajouté. Leurs conditions ne sont pas acceptables. Je pense que c'est pour cela qu'ils veulent se protéger du public et de la cour. Ils sont sérieusement blessés, ils sont blessés aux mains et aux jambes. C'est pourquoi nous avons voulu qu'ils soient vus par les magistrats. Mais les autorités de la prison ont fait de leur mieux pour essayer de les cacher à la justice. Un responsable de la Commission nationale kenyane des droits de l'homme, organisme financé par le gouvernement, a indiqué qu'une enquête était en cours. Un membre du greffe du tribunal de Nairobi où les 4 hommes sont jugés a par ailleurs indiqué que le procès ne pouvait pas se tenir ce mardi comme prévu car le juge chargé du dossier était à l'étranger. La date de reprise sera décidée le mois prochain. Les 4 hommes sont accusés d'avoir aidé les assaillants qui ont tué au moins 67 personnes dans le centre commercial de Westgate en septembre 2013. Leur procès ouvert depuis le mois de janvier progresse lentement. Hussein Hassan Mustafa, Mohamed Ahmed Abdi, Liban Abdullah Omar et Adan Mohamed Abdi Kadir sont inculpés de complot en vue d'une attaque terroriste, appartenance à un groupe terroriste et possession de matériel lié à une infraction terroriste. Plus de 35 témoins ont comparu depuis l'ouverture du procès et l'accusation compte en produire au moins 10 autres. Précisons que l'attaque de Westgate avait été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab qui avait alors dit agir en son temps en représailles à l'intervention militaire kenyane menée contre eux en Somalie depuis octobre 2011. Restons toujours au Kenya où 2 ressortissants iraniens ont été arrêtés la semaine dernière à l'aéroport de Nairobi. Ils sont poursuivis pour détention de faux passeports, a indiqué ce lundi la police kenyane. Ils venaient de l'Arménie et voulaient se servir de faux passeports israéliens pour se rendre en Belgique, a affirmé John Moulolou, le chef par intérim de la police antiterroriste. Les 2 Iraniens, un homme et une femme, avaient été arrêtés ce jeudi au moment où la police kenyane était en état d'alerte à l'approche du premier anniversaire de l'attaque du centre commercial de Westgate par un commando islamiste. D'après les autorités de Nairobi, le Kenya est fréquemment utilisé comme point de transit par des passagers illégaux du Moyen-Orient, notamment les ressortissants de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie qui cherchent à gagner l'Europe. Ils ont souvent été arrêtés avec de faux passeports des pays comme la Grèce, la Chypre et l'Israël. Un autre sujet à présent, plus d'1 million de personnes survivent dans les conditions proches de la famine en Somalie. Ces estimations ont été faites par des experts de l'ONU qui projettent que la sécheresse et la faim vont empirer dans ce pays. Une situation qui intervient après une année sans pluie alors que les combats contre les Shebabs s'intensifient dans le pays. La Somalie est à nouveau au bord de la famine 3 années après que le manque de nourriture ait fait 260 000 personnes mortes dans ce pays. Reportage. Cette évaluation des experts des Nations Unies financée par l'Agence américaine de développement intervient 3 années après une terrible famine qui avait tué quelques 260 000 personnes, dont une majorité d'enfants en Somalie. Dans un rapport publié au début de ce mois de septembre, les experts ont indiqué qu'environ 1 million de personnes en Somalie sont classées au niveau crise ou urgence alimentaire, dernier stade avant celui de famine sur l'échelle de classification de la faim. Ce nombre a grimpé de 20% en 6 mois.
mois. Nous sommes dans une situation extrêmement fragile où la sécurité nutritionnelle s'est détériorée considérablement et nous sommes très inquiets qu'un petit changement négatif n'ait un impact dévastateur à nouveau. Je suis venue ici parce que là où on vivait avant, nous prenions de l'eau dans des puits. Depuis, les puits se sont desséchés. Je suis ici pour être plus près du point d'eau et du village. Les faibles pluies enregistrées cette année ont eu un impact négatif sur les récoltes et sur le rendement du bétail, provoquant notamment des pénuries de lait dans certaines régions. En outre, si les forces somaliennes appuyées par la force de l'Union africaine en Somalie continuent de reprendre des localités au Chebab, les grands axes routiers qui les relient restent sous le contrôle des Chebab, perturbant du coup les échanges commerciaux, fait grimper les prix des denrées. Il y a une offensive contre les insurgés, les militants d'Al-Shebab qui sont dans quelques endroits de la région, les régions de Béi ou du Bakoul. Il y a donc beaucoup de personnes déplacées à cause de cette crise, ce qui augmente le nombre de déplacés internes menacés par la sécheresse. Précisons que la Somalie est privée de réelle autorité centrale depuis la chute du régime autoritaire du président Siad Barre en 1991, qui a plongé dans le chaos le pays livré aux milices de chefs de guerre, aux groupes armés islamistes et aux gangs criminels. Des représentants et chefs de gouvernement d'au moins 120 pays participent depuis ce mardi à New York au sommet de l'ONU sur le climat. L'objectif général de cette rencontre est de relancer la lutte contre le réchauffement climatique à l'international. Reportage. Les dirigeants du monde entier se réunissent à New York pour un sommet de l'ONU sur le changement, visant à donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement climatique. Le président Barack Obama, dont la marge de manœuvre est toutefois limitée en raison d'un congrès réticent, le président français François Hollande et des dizaines de chefs d'État ou de gouvernement représentant plus de 120 pays doivent s'exprimer à la barre de l'ONU pour tenter de galvaniser les énergies. Le sommet n'est pas censé être une session de négociation, mais les participants devraient annoncer des engagements qui faciliteront un accord contraignant à la conférence internationale de Paris fin 2015. La veille de ce sommet sur la question du réchauffement climatique, John Kerry a mis en garde contre les conséquences d'une montée du niveau des mers. Tous les matins au réveil, on peut observer la nature et voir qu'il y a urgence. Les scientifiques prédisent que d'ici la fin du siècle, le niveau des mers peut augmenter d'1 mètre. On le sait tous, le réchauffement climatique, cela veut dire des vagues de chaleur, des pénuries d'eau. Il y a des endroits du monde où les gens se tuent entre eux à cause de la sécheresse et du manque d'eau. On peut tout à fait dire que ce problème est le plus sérieux que nous avons parce qu'il s'agit de notre planète. Mais malgré ce consensus des scientifiques, on continue de laisser ce problème grandir. Il est temps que les dirigeants du monde entier ici aux Nations Unies reconnaissent cette menace et ce qu'elle demande. Cela me donne espoir que ce sommet global puisse produire le genre de leadership dont nous avons besoin pour nous rassembler et faire avancer un tout petit peu les choses. Nous avons une toute petite fenêtre qui nous reste pour avoir un impact sur le changement climatique et réduire l'impact que nous voyons déjà. Le sommet intervient 2 jours après la mobilisation sans précédent dans plusieurs villes à travers le monde, dont New York, pour une marche pour le climat qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes, célébrités et personnalités politiques. L'objectif des négociations est de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Or, selon les scientifiques, si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent à leur niveau actuel, la planète gagnera 4 à 5 degrés à la fin du siècle. L'accord scellé à Paris entrerait en vigueur en 2020. Selon une étude publiée lundi, supprimer d'ici à 2050 le charbon comme source d'énergie électrique contribuerait largement à limiter le changement climatique. Un autre sujet à présent, Air France a renoncé mardi soir à son projet d'expansion en Europe de la compagnie aérienne low-cost Transavia. C'est une déclaration qui a été faite ce matin même par Alain Vidalis, secrétaire d'État français au transport. Le projet Transavia Europe est abandonné par la direction d'Air France, a déclaré Vidalis sur la radio RMC, ajoutant que le projet n'est pas suspendu pour 3 mois. Il est purement et simplement retiré. Un retrait donc exigé et obtenu enfin par le syndicat des pilotes de cette compagnie aérienne que nous espérons donc pourra recommencer ses activités.
Les États-Unis, aidés de leurs alliés arabes, ont pour la première fois attaqué ce mardi les djihadistes de l'État islamiste en Syrie, ouvrant du coup un nouveau front dans la guerre contre ce groupe ultra-radical déjà ciblé de frappes en Irak. Cette opération marque la première intervention étrangère depuis le début de la guerre civile en 2011 en Syrie, où l'organisation extrémiste sunnite de l'État islamique occupe depuis 2013 de vastes régions dans le nord et dans l'est frontalière de l'Irak et de la Turquie. Reportage. L'opération de la coalition a été menée au moyen d'avions de chasse, de drones, de bombardiers et de missiles tirés depuis des navires américains opérant dans les eaux internationales de la mer Rouge et du Golfe, selon le Pentagone. Le président Barack Obama a salué ce mardi la force de la coalition qui a attaqué pour la première fois les djihadistes de l'organisation État islamique en Syrie, preuve selon lui que les États-Unis ne sont pas seuls dans ce combat. La nuit dernière, suivant mes ordres, les forces armées américaines ont commencé les frappes contre des cibles du groupe État islamique en Syrie. Nos amis et partenaires, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Bahreïn et le Qatar nous ont accompagnés dans cette action. La force de cette coalition démontre clairement au monde qu'il ne s'agit pas simplement du combat de l'Amérique. Les peuples et le gouvernement au Moyen-Orient rejettent également l'État islamique et défendent la paix et la sécurité que la région et le monde méritent. Les frappes ont visé des sites d'entraînement, des centres de commandement, des bases, des dépôts et véhicules armés et des camions de ravitaillement dans les régions du nord et de l'est de la Syrie. Les États-Unis ont également frappé un autre groupe extrémiste dans la région d'Alep au nord de la Syrie. Il s'agit du groupe Khorasan, formé d'ex-combattants d'Al-Qaïda. Les frappes visaient à mettre en échec une attaque imminente préparée par ce groupe contre les États-Unis et les intérêts occidentaux. La nuit dernière, nous avons également lancé des frappes pour perturber les projets d'attaque par des membres expérimentés d'Al-Qaïda. Le groupe Khorasan, qui prépare des attaques contre les États-Unis et contre nos alliés. Une nouvelle fois, il faut que cela soit clair pour tous ceux qui veulent planifier des attaques contre les États-Unis et attaquer des Américains. Nous ne tolérerons pas l'existence de refuges pour les terroristes qui menacent nos ressortissants. Cet effort prendra du temps. Nous ferons face à des difficultés, mais nous ferons ce qui est nécessaire pour combattre ce groupe terroriste, pour assurer la sécurité de ce pays, de la région et du monde entier. Cette opération survient au moment où un Français est retenu en otage en Algérie par un groupe djihadiste lié à l'État islamique. Il a menacé ce lundi de l'exécuter dans un délai de 24 heures si la France ne cessait pas ses frappes en Irak. Et justement, parlant de cet ultimatum qui a pris fin donc dans les 24 heures, la fin de l'ultimatum des ravisseurs du français Hervé Gourdel en Algérie qui a du moins commencé donc ce lundi. Ils ont promis exécuter donc cet otage si la France ne cessait pas ses frappes sur l'organisation islamique en Irak. La France a assuré qu'elle poursuivrait son engagement militaire et ne céderait à aucun chantage des preneurs d'otages qui ont fait allégeance à l'État islamique. Les députés français doivent donner leur assentiment à l'engagement français à l'issue d'un discours qui sera prononcé ce jour même par le Premier ministre français Manuel Valls. Un autre sujet à présent, la Banque centrale européenne a lancé ce mardi un nouveau billet de 10 €, un billet doté de nouveaux signes de sécurité. Environ 4,5 milliards d'exemplaires sont mis en circulation dans la zone euro. Reportage. Voici le nouveau billet de 10 € lancé ce mardi par la Banque centrale européenne. Doté d'une nouvelle robe graphique et de nouveaux signes de sécurité, ce billet, dont les temps tirent davantage sur le rouge, est la deuxième coupure d'une nouvelle série de billets baptisée Europe, censée être plus difficile à falsifier. Toujours avoir un temps d'avance sur la contrefaçon, donc au bout d'une douzaine d'années, il est d'usage de renouveler le billet, d'introduire de nouveaux signes de sécurité, de sorte qu'on renforce encore la confiance que les gens peuvent avoir dans le billet. Côté design, le nouveau billet reprend celui de l'ancien avec quelques ajouts technologiques pour le rendre plus sûr et plus résistant. L'innovation majeure est l'apparition d'un visage, celui d'Europe, une princesse de la mythologie grecque. Ce billet sera également plus durable que le précédent. Un billet de 50
50 euros ou de 100 euros, on le sort quand même moins souvent que le billet de 5 euros ou de 10 euros qu'on peut utiliser pour acheter sa baguette. Donc ils sont beaucoup plus fréquemment manipulés, donc ils ont un risque de s'user beaucoup plus vite. Et avec ce vernis qui les rend un tout petit peu plus épais, il y a une protection, notamment aussi contre la salissure, et donc ils sont supposés durer plus longtemps. Au total, 4,5 milliards d'exemplaires du nouveau billet, dont 1,11 milliard de coupures imprimées en France, sont mis en circulation. Ils sont dès à présent disponibles dans les distributeurs automatiques et au guichet des banques, ainsi que sous la forme de monnaie rendue lors des achats. Aujourd'hui, on est sûr que 100% des distributeurs automatiques de billets sont adaptés au nouveau 10 euros et que globalement 95% de tous les matériels, c'est-à-dire notamment aussi tout ce qui est automates qui permettent de payer avec des billets, sont adaptés. Et on espère que les 5% qui restent seront extrêmement vite. Notons, en ce qui concerne les billets de 10 euros de la première série, ils continueront d'être émis parallèlement aux nouvelles coupures pendant plusieurs mois jusqu'à épuisement des stocks. Voilà qui met terme à ce journal. Madame, Monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis, mais avant de partir, je vous propose de méditer cette pensée africaine qui dit « La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche ». C'est une citation africaine. Merci une fois encore de nous avoir suivis, Madame, Messieurs. Le programme se poursuit sur Sika. Retenez que sur notre site internet, vous aurez également l'information, c'est www.sikatv.info.